Le saviez-vous? Le saviez-vous? Depuis 1909, le Capitole des États-Unis a son propre métro. Possédant aujourd'hui 6 stations, celui-ci permet d'effectuer la connexion entre le Capitole, la Chambre des représentants et le Sénat. Ouvert le 7 mars 1909, la première ligne du métro était à la base une ligne pour voitures électriques, qui pouvait accueillir jusqu'à 10 personnes. La voiture fut remplacée par un monorail électrique en 1912, qui à son tour fut remplacé par un tramway en 1960. Un tramway qui à son point culminant pouvait effectuer plus de 220 allers-retours en une seule journée. Celui-ci fonctionnait grâce à un opérateur que les sénateurs privilégiés pouvaient appeler avec un propre bouton qui leur était dédié. 3 sièges à l'avant du tramway leur étaient d'ailleurs toujours réservés. Finalement, le tramway avec opérateur laissera sa place à un train totalement automatisé à partir de 1993. Un système automatique encore en activité de nos jours. Le saviez-vous? Le métro 2, également connu sous le nom de code D6, serait un réseau de tunnels secrets construit à Moscou par le KGB sous Joseph Staline. Ce réseau, parallèle au métro public, dont il dépasserait peut-être aujourd'hui d'ailleurs la taille au fil des agrandissements, aurait été conçu pour permettre l'évacuation rapide et sécurisée des dirigeants en cas d'attaque et le déplacement des militaires. Reliant le Kremlin à des sites stratégiques tels que le siège du FSB, l'aéroport international de Vnukovo ou encore la ville militaire de Krasnoznamensk. Bien que son existence n'ait jamais été officiellement confirmée ou démentie, tant par l'administration du métro de Moscou que par le FSB, plusieurs témoignages et un rapport du département de la défense des États-Unis, réalisé en 1991, suggèrent sa présence. En 1994, un groupe d'exploration urbaine, les Diggers of the Underground Planet, affirma d'ailleurs, photo à l'appui, avoir trouvé une entrée de celui-ci. En revanche, malgré tous ces indices, son existence et sa taille réelle restent toujours inconnues, et s'il existe bien, celui-ci aurait par ailleurs subi de nombreuses réparations majeures à cause de sa détérioration. Le saviez-vous? La machine de Marly était une gigantesque machine censée alimenter les fontaines du château de Marly et de Versailles. En effet, au grand désarroi du roi Louis XIV, ces fontaines étaient constamment en manque d'eau. Aqueduc, réservoir et étang artificiel avaient été construits en plus des étangs naturels aux alentours, mais malgré cela, l'eau restait toujours très largement insuffisante par rapport aux demandes hors normes des nombreuses fontaines. En 1675, pour satisfaire le roi, le surintendant des bâtiments, Colbert, avait alors sorti les grands moyens et avait fait appel aux meilleurs ingénieurs et hydrauliciens au travers de l'Europe, ce pour trouver un moyen d'acheminer l'eau directement depuis la Seine. Censé, selon toute vraisemblance, répondre largement à tous les besoins. Problème, c'est que celle-ci était située géographiquement à un dénivelé de 150 mètres de hauteur. Un défi relevé qui donna naissance 9 ans plus tard, dont 7 à la construction, à la machine de Marly en 1684. Un gigantesque ensemble de 250 pompes qui pompait l'eau directement depuis la Seine. Une machine parmi les plus complexes de son temps, conçue par Ron Caswalem et Arnold de Ville, ce en s'inspirant des machines de pompage, dites machines Texor, des mines de Liège et du Harz. Mais, gros problème, c'est que le débit théorique de la machine, d'environ 6000 m3 par jour, censé combler les besoins des fontaines, ne dépassait pas les 3000 dans la pratique, ne pouvant ainsi alimenter que le château de Marly et non les jardins de Versailles. La machine avait coûté 3,5 millions de livres et avait des coûts d'entretien encore plus importants sur le long terme. Colbert étant décédé, le nouveau surintendant des bâtiments, le dénommé Louvois, qui était aussi le premier ministre au passage, proposa alors un nouveau projet au roi. Un canal en provenance non pas de la Seine, mais de l'Eure. Le saviez-vous? Le canal de l'Eure était un projet ambitieux de canal prévu comme navigable qui devait détourner les eaux de l'Eure sur près de 80 km pour alimenter les jardins de Versailles et ses fontaines. S'appuyant sur les études réalisées par le géomètre et architecte Philippe de La Hire, ce projet, commandé au célèbre Vauban par Louvois, devait répondre aux besoins en eau que la machine de Marly n'arrivait pas à combler. La construction du canal débuta en 1685, mais connut de très nombreux accidents. Utilisant tant des soldats que des ouvriers civils, il est estimé qu'environ 10 000 personnes décédèrent sur le chantier en 3 ans, dont 6 000 à cause de la fièvre paludéenne, dite la fièvre des marais, causée par des moustiques. On rappelle que tout ça, c'était pour des fontaines à la base. D'un coup, atteignant alors déjà les 9 millions de livres, ces travaux furent totalement interrompus en 1688 en raison de l'entrée en guerre du royaume de France contre la Ligue d'Augsbourg. À la fin du conflit, 9 ans plus tard, en 1697, Louvois étant décédé depuis 6 ans déjà, et le royaume n'ayant plus les moyens financiers de poursuivre les travaux, le projet fut abandonné, laissant le canal inachevé jusqu'à ce jour. Plusieurs ouvrages, achevés comme inachevés, subsistent néanmoins le long de son tracé, dont l'un des plus célèbres, l'aqueduc de Menton et ses 47 arches. Construit par 30 000 soldats, l'aqueduc, d'une hauteur culminant à 28,5 mètres de haut, pour une longueur de 955 mètres, aurait dû faire une fois terminé 18 km de longueur pour une hauteur qui aurait dû culminer à 70 mètres. Une taille gigantesque qui était censée rendre gloire à Louis XIV et par la même occasion à Louvois même.
Au final, les efforts pour alimenter les fontaines de Versailles continueront bien après la mort du roi, ce en entretenant la machine de Marly pendant plus d'un siècle, qui finira par alimenter certaines des fontaines de Versailles à partir de 1739. En revanche, constituées à 90% de bois et d'un coût d'entretien faramineux, les 10 entretiens de la machine cesseront et celle-ci se détériorera. Donnant en conséquence un rendement de plus en plus faible avec les années, elle sera finalement détruite et remplacée en 1817, soit 133 ans après son inauguration, ce par diverses autres pompes successives, dont des pompes à vapeur, qui laisseront elles-mêmes leur place à des groupes d'électropompes à partir de 1968. Le saviez-vous? Le temple de Kailasanatha est un temple en Inde complètement excavé d'une falaise. Construit au 8e siècle, il est estimé qu'environ 400 000 tonnes de roches ont été dégagées sur une centaine d'années pour construire celui-ci. L'excavation mesurant 84 mètres de longueur sur 47 de largeur et 33 de hauteur. Le temple en lui-même étant long de 45 mètres pour une largeur de 30. Situé au village d'Ellora, le dit temple est dédié aux dieux hindous et fait en réalité partie d'un ensemble de plus de 100 grottes taillées dans des falaises, servant elles aussi de temples et monastères. Des temples et monastères hindous donc, mais aussi jaïnes et bouddhistes. Bouddhistes qui auraient été d'ailleurs les premiers sur les lieux avec des structures datées d'environ le 6e siècle, tandis que les jaïnes auraient été les derniers avec des structures datées là du 13e siècle pour les plus récentes. Aujourd'hui, sur ces plus de 100 grottes, 34 sont ouvertes au public. Le saviez-vous? Rad.fr est un formidable site vous proposant des t-shirts 100% coton. Bénéficiez dès maintenant de 10% de réduction en tapant le code LE SAVIEZ-VOUS. Le saviez-vous? La sensation de déjà-vu toucherait environ 70% de la population de façon occasionnelle. Bien que cette sensation était déjà bien connue depuis au moins le 5e siècle, mentionnée par le théologien et philosophe Augustin d'Hippone sous le nom de falsae memoria ou fausse mémoire, l'expression française de sensation de déjà-vu, elle, est beaucoup plus récente, puisque apparue pour la première fois en 1876 dans le premier numéro de la Revue philosophique de la France et de l'étranger. Une expression qui s'imposa peu à peu en un siècle en France ainsi qu'à l'étranger, où n'ayant pas d'expression équivalente, elle fut reprise comme telle sans traduction. Déjà vu. Le saviez-vous? Les billets de 100 € sont à 100% en fibre de coton. C'est ce qui leur donne leur forte résistance face à l'usure. Tout comme les t-shirts 100% coton disponibles sur Rad.fr. Profitez dès maintenant de 10% de réduction en tapant le code LE SAVIEZ-VOUS. La sensation de déjà-vu toucherait occasionnellement 70% des gens. Bien que cette sensation était déjà bien connue depuis au moins le 5e siècle, mentionnée par... Non, ok, mais pour en revenir au métro, le saviez-vous? La voie des finances était une ancienne voie secrète du métro de Paris. Accessible grâce à un raccordement à la station Gare de Lyon, elle servait à collecter l'argent des espèces récoltées au cours de la journée par le train des finances. Un train qui parcourait chaque soir l'itinéraire quai de la Râpée, place d'Italie, étoile, Gare de Lyon, en approvisionnant la station du métro en billets tout en collectant les recettes. Une fois le train des finances arrivé au raccordement Gare de Lyon, protégé par une porte blindée, les recettes de celui-ci étaient transférées dans un mini-train qui parcourait la voie jusqu'au sous-sol du siège de la compagnie du métropolitain de Paris, situé au quai de la Râpée, où était finalement déposé l'argent récolté, d'où son nom de voie des finances. Utilisé par la CMP puis par la RATP, le service prit fin le 7 octobre 1967. Après cela, la voie des finances sera laissée à l'abandon et sera en grande partie démolie durant les années 90 lors de travaux. Une courte portion du tunnel et de la voie sont cependant encore visibles de nos jours. Le saviez-vous? La centrale nucléaire de Zwenterdorf est l'unique centrale nucléaire de l'Autriche. Construite à partir de 1972 et entièrement terminée en 1978 pour un coût total de 1,3 milliard d'euros actuels, elle ne fut cependant jamais utilisée suite à un vote des Autrichiens contre sa mise en service la même année, faisant donc de l'unique centrale nucléaire de l'Autriche une centrale qui ne produit rien. Le pays ayant choisi la voie de la non-utilisation du nucléaire, elle sert aujourd'hui de centre de formation pour les techniciens nucléaires d'autres pays ainsi que de lieu touristique. Comme quoi,